Bonjour à tous. La pandémie du coronavirus a éclipsé les maux qui minent l'unité nationale. L'impact économique et social de cette crise sanitaire était l'unique sujet évoqué dans le message du président de la République diffusé le 19 mai 2020. Selon le journal Cameroun Tribune, Paul Biya prône l'union sacrée. Le chef de l'État a invité ses compatriotes à rester unis, solidaires et disciplinés dans le combat contre la maladie à coronavirus. En remerciant les leaders politiques de l'opposition pour leur action humanitaire, le président Paul Biya a désavoué certains ministres à titre la nouvelle expression. Ce journal cite des membres du gouvernement engagés à torpiller les initiatives de certains opposants au Cameroun. Malgré l'invocation de la solidarité nationale, le messager affirme que cette union sacrée est impossible car des volontaires humanitaires sont traqués, arrêtés pour avoir distribué gratuitement des gels hydroalcooliques et des masques de protection individuelle contre la propagation du coronavirus. Il apparaît alors une instrumentalisation du Covid-19, une mutation précise à ce sujet que Paul Biya a demandé au gouvernement de poursuivre la lutte contre l'exploitation du coronavirus à des fins politiques, économiques et sociales. Après son message à la nation, le chef de l'État a déçu de nombreuses attentes, selon le quotidien Le Jour, qui l'a relevé dans son édition de vendredi. Malgré la progression de la pandémie au Cameroun, un pays enregistrant plus de 3000 cas de Covid-19, le président Paul Biya estime que la situation est maîtrisable et rassure que le gouvernement est prêt à tout faire afin de protéger la vie des Camerounais. Au regard de la multiplication des cas de Covid-19 au Cameroun, que valent les orientations présidentielles dans la riposte sanitaire, le silence du chef de l'État sur les maux qui minent la nation n'a pas empêché le journal Le Messager de mettre en une la malédiction tribale au Cameroun. Selon ce journal, l'administration publique est à l'épreuve du tribalisme primaire des ministres qui transportent des frères et parents d'un ministère à un autre pour gérer la fortune publique. À cela s'ajoute une crise anglophone à l'issue incertaine entre la mise en exécution d'un plan présidentiel de reconstruction des régions anglophones et la guerre qui fait rage dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Des accords de cessez-le-feu et des négociations pour un retour définitif à la paix sont loin d'être les préoccupations majeures en ces heures troubles de la vie nationale. Face à ces multiples maux, comment construire une véritable nation camerounaise soucieuse du développement socio-économique inclusif au Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau l'honorable député Samuel Motte. Bonjour. Bonjour Cédric, merci de me recevoir sur votre plateau de ce jour. J'espère qu'on aura une discussion assez fructueuse entre les différents panélistes qui sont ici présents. Vous êtes élu de la nation, député d'une CAM et sous la bannière du RDPC, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Sur le plateau de droit de réponse, le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur ce plateau au moment où le pays est à la croisée des chemins et que une bonne orientation peut nous amener à avoir le même effet. Merci d'être avec nous ce dimanche. Il est également présent, comme tous les dimanches, sur le plateau de droit de réponse, consultant dans cette émission l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue la présence de tous les copanélistes. Mes amitiés et mon affection à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Et le quatrième panéliste sur le plateau de droit de réponse, il est avocat au barreau du Cameroun, représente le MRC et ses alliés, Maître Roland Diouf. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux spectateurs d'Equinox. Je dis un bonjour particulier à nos 15 camarades qui sont encore détenus à la prison, dans les diverses prisons du Cameroun. J'aimerais adresser une pensée particulière à notre premier vice-président, M. Mamadou Mota, à Sir Sylvanus Moutaga et tous les autres qui souffrent encore dans ces prisons-là, malgré la pandémie que nous vivons tous et qui exige que nos lieux de détention soient plus allégés encore pour éviter des propagations de la maladie en masse.
En cette semaine consacrée à l'unité nationale, le président de la République a choisi de s'exprimer exclusivement le 19 mai 2020 sur la situation sanitaire du Cameroun en rapport avec la pandémie. Honorable Samuel Mote, président de la République, qui dit que la situation est maîtrisable. Il appelle les Camerounais à ne pas céder à la panique et que le gouvernement est prêt à tout faire pour protéger leur santé. Comment avez-vous analysé ce discours du président de la République à la veille de la fête de l'unité nationale? C'est un discours qui avait pour but effectivement de rassurer, comme vous venez de le dire, en disant que nous sommes effectivement frappés par une pandémie que personne à travers le monde n'avait prévue, que c'est certainement les conditions de la gestion de cette pandémie-là sont assez complexes, mais qu'en même temps, nous devons rester ensemble pour pouvoir faire en sorte que nous puissions endiguer le flot qui menace les sociétés à travers le monde. Bien entendu, il y a eu un certain nombre de rappels à l'ordre sur lesquels on reviendra, notamment en ce qui concerne la participation des uns et des autres, mais le chef de l'État n'avait pas nécessairement besoin de s'exprimer pour pouvoir voir effectivement que le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir essayer de trouver des solutions nécessaires pour que cette pandémie-là puisse être maîtrisée. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont faites aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites, mais également ne perdez pas de vue cette crise-là, et c'était également le sens du propos du chef de l'État, sera vaincue parce que nous-mêmes, chacun dans son foyer, chacun dans ses comportements au quotidien apportera, sa participation nécessaire pour éviter une éventuelle propagation. Autour de cette crise-là, notamment, on a discuté autour des mesures des mesures barrières qu'il fallait mettre sur pied. Si vous regardez l'ensemble des déclinaisons de ces mesures barrières-là, elles concernent et elles interpellent au premier chef l'ensemble, le citoyen d'abord. Et si le citoyen est discipliné, on peut espérer que par la suite, avec l'apport que les pouvoirs publics nous apportent pour pouvoir assurer cette gestion, la gestion de la santé publique, on pourra trouver des solutions nécessaires pour arrêter le flot et pour éviter une propagation éventuelle. Bien entendu, il y a des chiffres aujourd'hui qui commencent à progresser, mais nous espérons également que dans le cadre de cette progression-là, il y aura une rupture, parce que la plupart des pays qui nous ont devancés en la matière, je prends par exemple des pays, tout au moins si on reste dans le Conseil de l'Afrique, il y a le Maroc qui est maintenant aujourd'hui dans une passe ascendante, l'Égypte est dans une pente descendante, pardon. Je pense également qu'une fois qu'on aura atteint un certain sommet, on pourra également faire un recul. Après vous, Samuel Mote, Cyril Sambaka, le président estime que la situation est maîtrisable. Pourtant, 48 heures après son discours, le Cameroun a enregistré 528 nouveaux cas positifs de Covid-19. Le 23 mai, il y a eu près de 128 nouveaux cas. Le Cameroun a franchi la barre des 3500 cas de Covid-19 au Cameroun. Pour vous, ce discours rassure-t-il les Camerounais plus de 2 mois après l'éclatement de la pandémie du coronavirus au Cameroun? Si ce discours ne rassure pas, il met les Camerounais devant leurs propres responsabilités, les responsabilités individuelles. La responsabilité de l'État a des limites. Et ils ont montré qu'ils ont des limites parce que pendant que d'autres pays donnent un peu plus, s'arrangent aux mesures d'accompagnement, le Cameroun est à la traîne. Mais le Cameroun a cette chance que les Camerounais, c'est des débrouillards. Et vous avez constaté que dès qu'on a mis des mesures d'allègement, tous ces gangs petits, tous ces gens qui triment, n'est-ce pas, étaient obligés de sortir pour aller vers la survie. C'est ainsi que nous avons vu, comme dans des points sensibles comme le carrefour de Koti, des gens qui, n'est-ce pas, s'entrelacent et tout. Ça, ce sont des gens qui cherchent à vivre, à ne pas mourir parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et ils doivent sortir. Mais d'un autre côté, vous avez aussi ceux qui estiment qu'ils doivent aller dans des bars pour aller boire, pour s'amuser et risquent de répandre la maladie partout. Donc, ces deux catégories de personnes sont différentes parce qu'il y a des uns qui sont inconscients et puis il y a des autres qui ont le choix entre mourir du Covid ou mourir de faim. Donc, vous voyez que c'est très très délicat parce que dans un État fortement centralisé comme celui du Cameroun, on voit encore les lacunes de la décentralisation, du pays centralisé. Quelles sont ces lacunes-là dans le cadre de cette réponse?
Mais parce que si nous étions un État décentralisé, ça veut dire que les communes seraient en train de travailler chacun dans sa commune, dans les 360 communes, pour que cette pandémie puisse être restreinte. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez, ça part du gouverneur vers le préfet, vers les sous-préfets, toutes personnes qui ne savent que faire le commandement. C'est pour cette raison que vous voyez qu'on vous donne un sceau en vous menaçant. Donc ce n'est pas ça le but. Le but de rechercher, c'est d'entrer en harmonie avec vos populations pour que les conseils que vous allez produire soient des conseils qui sont acceptés. Et dans ces deux cas d'espèce, les élus sont mieux placés pour régler ce genre de problème. Mais vous allez vous rendre compte que chaque fois que quelque chose concerne les communes, il y a toujours une tutelle. Et cette tutelle pesante, n'est-ce pas, qui nous empêche d'aller vers la décentralisation, fait en sorte qu'il y ait beaucoup de blocages. Le président de la République a donné des cadeaux, comme tout le monde a vu, à grande publicité. C'est très bien, mais seulement quand ça arrive. Est-ce que c'est de ça que les populations ont besoin? Donc vous voyez que le dialogue, c'est quelque chose de fondamental. Et le dialogue, pour le faire avec les populations, ce n'est pas le préfet. Le préfet, lui, il a connu la chicotte. Il a hérité ça de la colonisation. Il ne rassure pas les populations. Il est le gendarme. D'ailleurs, quand on l'installe, on dit « Monsieur le sous-préfet, prenez le commandement ». Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc, quand on a vu tout cela, je dis nous sommes à la croisée des chemins, ce n'est pas pour rien. C'est parce que précisément, on doit tirer des leçons et voir les dysfonctionnements qu'il y a, voir comment on va les corriger demain. Mais avant ça, j'aimerais quand même dire bonne fête à la communauté musulmane, parce que j'aurais dû commencer par cela. La communauté musulmane qui, à la fin du jeûne du Ramadan, célébrait ce jour dans le respect des mesures de distanciation sociale. Le président de la République a insisté également sur ces mesures barrières, Edmond Cagnard, pour reprendre des orientations claires sur le plan des ripostes sanitaires n'ont pas été vues dans le discours du chef de l'État. Comment expliquer cela, Edmond? Oui, effectivement, le chef de l'État est revenu sur les mesures qui ont été édictées par le Premier ministre, chef du gouvernement, sous son impulsion, l'a-t-il rappelé, et indiqué notamment les mesures barrières, le port de masque, la distanciation sociale, le lavage des mains, etc. On a vu un chef d'État qui était intervenu, et lui-même l'a dit, un 19 mai de manière inhabituelle. Je le rappelle que lui l'a dit, qu'il intervient de manière inhabituelle, parce que tout à l'heure, M. Mott a dit que le chef de l'État n'avait pas besoin de s'exprimer sur cette question-là pour que cela ait un écho que tout le monde attend, parce qu'il n'était pas intervenu sur la question depuis plusieurs mois. Je pense que c'était important qu'il intervienne. Et lui-même a reconnu la nécessité pour lui. Nécessairement, j'ai dit. Vous l'avez dit. Nécessairement. Voilà. Permettez que je continue. Permettez donc que je continue. Parce que le chef de l'État, dans sa réaction, contredit ce que vous venez de dire. Puisqu'il reconnaît la nécessité, parce qu'il a fait plus de 95% de son allocution sur la lutte contre le Covid-19. Cela montre l'importance qu'il a contre la question. Et nous sommes interrogés, je pense qu'on reviendra là-dessus, sur d'autres pans ou les manquements du message du chef de l'État. Vous disiez tantôt qu'il y a d'autres pans de la riposte qui n'interviennent pas dans la réaction du chef de l'État, certes, c'est vrai, mais on a constaté également que lorsque le chef de l'État est intervenu, il a davantage mis l'accent sur les efforts qui sont faits par le corps médical ainsi que ceux qui l'assistent. Il les a encouragés et félicités. Il a également encouragé et félicité les dirigeants politiques qui, pour la plupart, ont pris des initiatives individuelles ou collectives allant dans le sens de lutter contre la propagation du virus. Il a même précisé, le chef de l'État, que certains dirigeants politiques qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale sont allés dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de faire des efforts pour combattre le coronavirus, éviter les querelles politiciennes et surtout présenter un front commun pour que les Camerounais travaillent ensemble pour que ça recule la propagation du virus. Je pense que le discours du chef de l'État était davantage politique que technique. Il me semble qu'il laisse le soin au premier chef de gouvernement pour rentrer dans les détails. C'est pour cela que je pense que le message du chef de l'État est allé
à l'encontre même des prises de position, des actes de certains acteurs gouvernementaux. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et la nouvelle expression, justement, on a parlé, évoquant un désaveu d'un ministre de l'administration territoriale engagé dans des processus d'interdiction de certaines initiatives humanitaires lancées par le professeur Maurice Kamto. Lorsqu'on a écouté le chef de l'État, son discours de bout en bout, il a remercié les acteurs politiques, les dirigeants politiques qui ont pris des initiatives pour lutter contre le coronavirus. Il a même précisé des responsables politiques qui n'appartiennent pas, je le répète, à la majorité gouvernementale et qui ont travaillé dans ce sens. Et on peut bien comprendre que des partis politiques, des dirigeants politiques qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale, on voit le MRC, on voit d'autres formations politiques qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale. Je le dis ainsi parce qu'on peut très bien en déduire, puisqu'il les a félicités, même s'il ne les a pas désignés. Et lorsque le chef de l'État le dit ainsi, cela montre à suffisance qu'il dénonce les actes posés par certains membres du gouvernement, et notamment par le ministre de l'administration territoriale, pour empêcher un acteur politique de premier plan à participer de manière efficace dans la lutte contre le coronavirus. On sait très bien que le MRC, à travers l'opération Cameroun Suivi, a proposé 10 000 masques barrières pour les populations, 6 000 masques chirurgicaux et 1 million d'équipes. Aujourd'hui sur le terrain, où les bénévoles sont arrêtés parce qu'ils distribuent des masques, parce qu'ils distribuent des solutions hydroalcooliques. On peut s'interroger. Cela va à l'encontre du discours du chef de l'État, du président de la République. Ça, il faut le souligner. Et le chef de l'État, Paul Biya, qui a appelé à une union sacrée pour faire face à un ennemi commun. Maître Roland Djehou, est-ce que vous répondez favorablement à l'appel de l'union sacrée du chef de l'État pour faire face à cet ennemi commun qui est la maladie à coronavirus? Je crois que c'est M. Biya qui répond à l'appel de l'urgence qu'est de combattre cette pandémie, parce que je me suis posé la question, à quelle heure? Nous sommes quand même à peu près 3 mois après le début de cette pandémie sans l'avoir entendu. Et puis il s'est comporté comme son ministre de la Santé au début, c'est-à-dire comme chroniqueur des faits. Ça ressemble donc à des commentaires, et je vais emprunter une formule qui est de lui-même. Il n'est pas sain de commenter les commentaires. Par contre, il faut constater que nous vivons dans un pays qui a changé de priorité. Je rappelle les cas récents d'arrestation précisément de volontaires, de bénévoles humanitaires qui distribuent à nos populations parfois défavorisées des solutions hydroalcooliques, des masques barrières. On l'a vu à Yaoundé où certains bénévoles ont séjourné de manière tout à fait incompréhensible dans un commissariat de la ville de Yaoundé pour avoir justement distribué ces masques-là. Je rappelle le cas de Libolova, de San-Mélima cette semaine. Je rappelle même le cas d'Ambam, où il nous revient que là-bas, on ne pourchasse pas le coronavirus, mais on pourchasse les populations qui auraient reçu les solutions hydroalcooliques et les masques barrières offerts par l'opération, l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative. On se demande donc si effectivement le commandant en chef commande véritablement ses troupes, parce qu'il pouvait effectivement faire une adresse comme celle qu'il a faite pour fixer le cap si sa parole avait un sens, y compris pour ses ministres, ses membres du gouvernement, les membres de son gouvernement. On aurait vu dans les faits une traduction concrète par une sorte de changement de paradigme, changement de fusil d'épaule, ce qu'on ne voit pas du tout. Je dois rappeler peut-être à notre attention une image qui est tout aussi frappante de l'éloignement que peut avoir ce gouvernement des vrais enjeux du moment. C'est une image où vous voyez des autorités administratives offrir des seaux et des savons à des populations. Et à côté, vous voyez une autre image d'un autre pays d'Afrique, le Rwanda, où vous avez plutôt des robots qui permettent de faire des tests rapides. Vous voyez par cette image, par le contraste de cette image, qu'on est très loin, mais alors très loin des enjeux. Alors que dans un sens, on privilégie les actions de folklore qui participent davantage au culte de la personnalité d'un président absent, ailleurs, on a bien compris
que l'urgence est bien de circonscrire l'état de la maladie dans le pays. Où en sommes-nous avec les tests massifs qui avaient été promis il y a plus de 2 mois déjà, pour qu'aujourd'hui on en soit à découvrir au soir du 23 mai qu'il y a eu subitement près de 500 nouveaux cas de contamination. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu absence de suivi. À un moment donné, il y a eu une faille quelque part dans le processus. Et quand on met ensemble le laxisme avec lequel on prend des mesures sociales ou de sécurité dans la société, on peut se poser la question de savoir vraiment qu'est-ce que le gouvernement veut de sa population. Il nous semble que l'école est censée reprendre le 1er juin. Il nous semble aussi que désormais, on n'est plus obligé de s'abstenir de fréquenter les endroits comme les débits de boissons, qui, nous le savons tous, sont les principaux foyers de propagation de la maladie, si on s'en tient ne serait-ce qu'à ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont connu l'hécatombe. Et j'ai peur que nous soyons obligés de constater que pendant que d'autres pays, même ayant connu des pics importants, sont sur la pente descendante, j'ai peur que, en ce qui concerne le Cameroun, que nous nous réveillons un matin avec une situation tout à fait non maîtrisable, parce qu'on aurait laissé la maladie se disséminer et prendre plus d'ampleur qu'imaginé au sein de notre population. Après ce constat que vous faites, honorable député Samuel Motte, la question de la maîtrise, le contrôle de cette épidémie au sein du Cameroun. Au départ, on n'avait que quelques cas à Douala et Yaoundé. Aujourd'hui, c'est presque toutes les principales villes du pays qui sont touchées. En l'espace d'une semaine, il y a eu plus de 600 nouveaux cas positifs de Covid-19. Le 21 mai, 528. Le 23 mai, près de 128 cas positifs de Covid-19. Le chef de l'État dit que la situation est maîtrisable, mais les Camerounais s'inquiètent de voir leurs proches être de plus en plus affectés par cette maladie. Est-ce que ça ne remet pas en cause le plan de riposte sanitaire qui a été évoqué jusqu'ici? Non, premièrement, nous ne devons pas participer effectivement à ce que les Camerounais prennent peur, à créer une psychose. C'était également le centre de l'intervention du chef de l'État en la matière. Roland Diogo dit tout à l'heure, on ne piste pas, mais on découvre subitement qu'il y a 500-600 nouveaux cas, les 21 et les 22. Je voudrais seulement lui dire que ce n'était pas des cas latents, mais effectivement, si vous suivez très bien la cellule de communication, mais il a intérêt également à le suivre pour pouvoir ne pas tomber dans des contradictions futiles. Ils disent effectivement, nous testons de plus en plus, et pour cette raison-là, nous avons malheureusement découvert qu'il y avait 500 cas nouveaux. C'était en termes de progression, la plus forte progression qu'on avait observée au Cameroun. Mais maintenant, en ce qui concerne les propagations, je voudrais également revenir à quelque chose, ce qui est fondamental également dans le discours du chef de l'État. Sauf que là, j'ai comme l'impression que chacun de nous veut bien retenir ce qu'il a bien voulu retenir, il a bien voulu lire à travers cette allocution. C'est de dire effectivement, c'est une interpellation citoyenne pour laquelle on demande que chacun de nous puisse être éveillé pour pouvoir accompagner les pouvoirs publics à résoudre ce problème-là d'ordre de santé publique. Si nous continuons également à nous lancer dans des querelles de chapelle en disant qu'effectivement on aurait dû faire ça, moi sur ce plateau, je voudrais être un défenseur de la République, je voudrais être également un défenseur de champs de possibilités. Si accessoirement vous me reliez au RDPC, tant mieux, mais également si vous me reliez en disant que j'apporte modestement mon soutien au chef de l'État, très bien, vous l'aurez bien compris. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois que l'on conduit une opération comme celle-là, le champ de possibilités, ne le perdons pas de vue, il existe. Et ce champ de possibilités-là fait qu'on a une multitude de solutions qui s'offrent à nous. Et la personne qui est en responsabilité de prendre et en légitimité de prendre telle ou telle mesure, on lui donnera le temps nécessaire de prendre et de l'implémenter. Bien entendu, nous avons la possibilité de faire une évaluation en bout de course, de savoir effectivement... Justement, attendez, je n'ai pas terminé. On en est là, Samuel Motte, c'est l'évaluation de ce plan de riposte. Je suis là. Il y a des réalités quand même qui contrastent. Par exemple, honorable député, dans la région de l'Ouest,
il y a le personnel de santé qui se plaint de n'avoir pas accès aux équipements nécessaires pour faire face à la pandémie. Les résultats des tests prennent des semaines pour être rendus publics et du coup la gestion de ces cas suspects pose problème puisqu'ils retournent au sein de leur communauté et la transmission ne fait que prendre de l'ampleur. Est-ce que sur ces questions-là, vous avez le sentiment qu'il y a eu des corrections qui ont été apportées? C'est nous fait hiérarchisons les problèmes. Pour qu'on tombe malade, il faut qu'on soit en contact avec quelqu'un qui a été préalablement infecté. Pour ce qui est des suggestions aujourd'hui que je mets dans le champ des possibilités, c'est de dire effectivement il y a une interpellation citoyenne qui voudrait effectivement que l'ensemble des mesures barrières que venait d'énoncer tout à l'heure, si justement Edmond Kamga, puissent être respectées à la base. Après maintenant, lorsque malgré le respect de ces mesures barrières-là, on est quand même tombé en panne, j'en conviens avec vous qu'effectivement qu'il y ait une réponse sanitaire qui puisse être apportée. Mais en ce qui nous concerne, nous les gens de la communication, c'est d'accentuer de telle manière à ce qu'on arrive même par ce stade. Attendez, vous parlez effectivement, vous parlez des champs de possibilités, mais également, je vous parle également du brainstorming que l'on peut faire à travers le monde. Il y a un exemple d'école qui aujourd'hui, qui est apparu, qui est celui de Hong Kong. Jamais confiné, très peu de contaminés, très peu de morts. Testé massivement. Pardon? Mais testé massivement. Bah écoutez. Faisons la comparaison. Très peu de contaminés, très peu de morts. Pas testés massivement, mais effectivement il y a des tests qui s'accompagnaient, mais également parce qu'ils ont mis un accent sur les gestes barrières. Quand tout à l'heure là, on me soulève le cas de Ndokoti, effectivement, si vous avez des motomans qui sortent dans le trafic, qui vaquent à leur occupation sans tenir compte qu'effectivement qu'il y a cette menace-là qui pèse sur nous, effectivement, ça peut créer des problèmes. Et donc, quand on dit effectivement qu'on ne confinera pas, on ne confinera pas nécessairement, pas parce qu'on n'a pas de mesures d'accompagnement à apporter, mais également parce qu'un confinement total, ça porte également atteinte aux libertés publiques. Et cette liberté-là peut s'acheter par le respect de l'ensemble des instructions qui nous sont données par les dirigeants, à savoir notamment, quand on dit effectivement qu'il faut laver les mains, il faut laver les mains. Quand on dit également, on ne faut pas sortir, il ne faut sortir qu'en cas de nécessité, il ne faut sortir qu'en cas de nécessité. Et là également, c'est beaucoup plus un point de communication, également un point de responsabilité collective. Bien entendu, effectivement, mais en termes de riposte, là aussi, je ne vais pas faire ici la litanie, l'inventaire de l'ensemble des mesures qui ont été prises par le gouvernement, l'ensemble des centres qui sont aujourd'hui aménagés. Mais effectivement, s'il y a une accélération à faire de telle manière à porter un peu plus de tests de dépistage, à augmenter les centres d'accueil, on le fera. Mais ces centres d'accueil, tout au moins, pour la plupart des grandes villes aujourd'hui, sont mis en place. Mais également, accentuons sur la communication, mettons un effort particulier à éduquer les masses, parce que cette propagation-là, elle ne se fera pas parce qu'il y aura 5 ou 10 médecins qui auront été dédiés à la cause, mais également parce que nous-mêmes, on aura été prudents. Alors après vous, Cyril Sambaka, ce système de santé qui fait face à cette pandémie du coronavirus, lorsque vous voyez le déploiement du personnel médico-sanitaire, des médecins engagés dans la lutte contre la maladie à coronavirus et l'attitude des Camerounais, quelle est votre analyse? Est-ce que ce plan de riposte répond aux attentes que vous avez en tant qu'acteur politique? Je pense que la première chose, c'est le réarmement moral du personnel sanitaire. C'est regarder le problème des médecins et du personnel sanitaire. Parce que c'est eux qui vont sauver des vies. Et s'ils sont en insécurité eux-mêmes, ça pose déjà le premier problème. Et si j'ai bien compris, au niveau du Cameroun, il y a ce souci. La protection du personnel sanitaire déjà fait problème. Et nous avons, depuis un certain temps, vu des médecins mourir, des infirmiers partir. Il est important, à travers tout ce qu'on a dit ce matin, que nous dégagions des responsabilités. Le gouvernement a une responsabilité première. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les populations, finalement, n'ont aucune responsabilité. Ils subissent ce que les autorités leur demandent de faire. Donc, quand on vit dans un pays comme celui-là, le minimum que le gouvernement peut faire, c'est donner les masques. Parce qu'on ne vous dit pas de trimballer les masques tous azimuts, mais quand vous arrivez à un carrefour, comme Ndokoti,
où vous devez aller chercher votre pitance de la journée, nourrir vos enfants, et que vous vous retrouviez là-bas, 10 000 personnes, il faut que le réflexe du masque puisse se faire au moins pour que vous puissiez traverser toute cette foule-là. Et si chacun a son masque, ça diminue. Or, les images que nous avons de nos côtés, on compte du bout des doigts les gens qui ont le masque. Ça pose un problème. Donc, quand vous voyez d'autres États mettre des stocks de riz, donner de l'argent aux familles démunies, etc., etc., au Cameroun, les Camerounais sont habitués à se débrouiller, à la débrouillardise. C'est une population laborieuse. Les gens veulent gagner 5 francs pour nourrir leurs enfants. Donc, ils doivent sortir. On peut le comprendre. Mais, à côté de ça, l'accompagnement qu'on attend du gouvernement, ce n'est pas de distribuer des seaux. Maçons. Qui plus est, ceux qui sont chargés d'acheter, savent acheter les seaux maçons. Pourquoi en faire? J'en sais rien. On est dans la polémique là, Cyril. Non, je le dis très rapidement en passant. Non, mais le fond du problème, c'est que pour sauver des vies, le gouvernement doit au moins fournir des masques aux populations démunies. Or, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Le ministre de l'administration territoriale a annoncé la distribution de 2 millions de masques, estimant que c'est une initiative du président de la République et que c'est destiné aux couches sociales vulnérables. Est-ce que c'est une réponse adéquate pour vous? Non, mais puisqu'on ne voit pas. Puisqu'on ne voit pas, on voit toujours des gens sans masque. Donc ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Moi, j'insiste là-dessus, parce que dans nos grandes villes, la débrouillardise est là. On ne peut pas continuer à fonctionner sans masque. Il faut au moins les masques pour amoindrir, n'est-ce pas, les risques de contamination. Et ça, je ne vois pas le gouvernement en train de le faire. Il faut que le gouvernement le fasse, qu'il prenne ses responsabilités. Il faut que le gouvernement associe, n'est-ce pas, les populations, les élus à cela. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Et ça, c'est choquant. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les villages qui ont des ministres. Parce que les ministres s'organisent, les directeurs de sociétés s'organisent. Ils vont chacun dans son village pour aller donner quelque chose. Et les villages qui n'ont pas de ministres, comment ces villages-là vont s'en sortir? Parce que c'est ça le problème. Vous comprenez? Il faut être juste dans des cas comme cela. Il faut frapper les membres du gouvernement qui s'en vont donner des choses dans leur village. Pourquoi ça pose problème, Mais parce que tous les villages n'ont pas de ministres. Et pendant ce temps, les autres villages vont mourir et eux, leur village va suivre parce qu'ils sont ministres et qu'ils sont capables de mettre des camions de nourriture et autres. Les autres villages vont faire comment? Alors c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans ces conditions-là, voilà encore la preuve irréfutable que si nous étions dans un pays décentralisé, avec des communes responsables, chacun aurait pris sa responsabilité, ne serait-ce que dans les 360 communes. Voilà encore un exemple. Et plusieurs magistrats municipaux, Edmond Kambia, ont posé ce problème lors de la distribution de certaines denrées alimentaires et autres matériels provenant de l'initiative du chef de l'État. Ils ont estimé que ces matériels reçus ne cadraient pas avec les doléances qu'ils auraient pu soumettre s'ils avaient été consultés au préalable. Comment expliquer cette forte centralisation dans le plan de riposte sanitaire contre cette maladie? Je commencerai par une anecdote en vous rappelant que dans le discours du chef de l'État du 19 mai dernier, il n'a nullement évoqué ce que certains ont considéré comme un don du président de la République. Il n'a pas reconnu cela. Il ne l'a pas évoqué nulle part. La seule chose qu'il a évoquée, c'est le Fonds spécial de solidarité nationale. Cela signifie quoi en première lecture? Le chef de l'État ne se reconnaît pas dans ce que certains membres du gouvernement, y compris le MINAT, ont considéré comme du jamais vu du chef de l'État qui accorde un don spécial des seaux, des savons à 360 communes qui sont arrivés sur le terrain de façon inéquitable. Aucune commune n'a eu le même nombre de seaux maçons, le même nombre de cartons de savon ou le même nombre de solutions hydroalcooliques qu'une autre commune. Pire, lorsqu'on fait le décompte du montant de ce que certains ont appelé don du chef de l'État, je précise bien don du chef de l'État, puisé dans les caisses de l'État. Vous n'en êtes pas sûr? Écoutez, j'ai commencé par dire que le chef de l'État n'a même pas évoqué
Parce qu'il considère inadmissible et indécent, ça c'est mon analyse, de dire que lui, il a puisé dans les caisses de l'État pour faire un don à son peuple. Il ne l'a pas évoqué pour des raisons de décence, je suppose. Parce qu'on lui a fait dire ou faire, ou on lui a fait faire quelque chose qu'il n'admettrait pas. Regardez ce qui s'est passé. Si la question que vous avez posée, c'est qu'à la base, lorsque les communes ont reçu ces dons-là, sont allés vers les municipalités, les distribuer aux maires, aux exécutifs municipaux, il y a eu une fronde. Beaucoup de maires se sont fâchés. Se sont rendus compte que quand ils font le bilan de ce qu'ils ont reçu, pour les uns, comme Maître Tsapi qui était ici sur le plateau dimanche dernier, lui, les maires adjoints à Bafoussam Premier, il disait que ça ne dépasse pas 400 000. À Loum, le maire de Loum a dit que c'est environ 900 000. Il y a un autre maire qui dit que c'est environ 500 000. Alors que si on avait procédé à une répartition équitable de cet argent, chaque commune aurait eu au moins 5 millions de francs. Il aurait utilisé cet argent. Monsieur Mo, vous permettez? Je vous en prie, aide-moi à la parole. Vas-y. Si vous continuez à m'interrompre ainsi, les téléspectateurs ne comprendront plus rien de ce que nous sommes en train de dérouler. C'est pour dire qu'en réalité, il faut tenir compte des besoins de la population. Et il n'y a pas mieux que le conseil municipal dans une commune pour savoir que nous avons besoin de ceci, nos populations ont besoin de ceci. Si l'argent était arrivé, l'argent de ce fameux don, entre guillemets, était effectivement arrivé, je crois que chaque commune aurait pu utiliser à bon escient les 5 millions et poussières de ce qu'on a appelé donc du chef de l'État. Et c'est malheureux. Et c'est tellement triste que nous sommes dans une situation où le chef de l'État a, dans son message, je reviens toujours là-dessus parce qu'il me semble être comme une sorte de guideline. Tout à l'heure, nous évoquions le désaveu du chef de l'État vis-à-vis du MINAT dans ses rapports avec, par exemple, le MRC. Je vais également évoquer le désaccord du chef de l'État de manière sibylline avec le ministre de la Santé. Lorsque le chef de l'État apprécie, encourage les efforts du corps médical ainsi que de ceux qui l'assistent, il a dit qu'il ne baisse pas les bras. Il voit le travail que font les membres du corps médical, les médecins, les infirmiers, et qu'il constate par exemple qu'un ministre a procédé à la fermeture d'une clinique, ici à Douala par exemple, la clinique Marie-O, dont on sait les investissements importants et surtout le matériau, les appareils respiratoires, l'oxygène, qui auraient pu être utilisés pour sauver des vies. Et vous savez qu'après, dans quelques heures après la fermeture de la clinique Marie-O, il y a eu un monsieur qui est décédé, monsieur Mambingo. Et cette famille, je ne sais pas, elle pourrait porter plainte à l'État pour le décès de son parent. Je ne pense pas que le chef de l'État aurait aimé qu'on ferme une clinique qui soigne des malades, y compris des malades du Covid-19. Parce qu'il a centré son discours sur la lutte contre le Covid-19 qui a atteint le Cameroun. Et il me semble que quand on le lit, quand on le suit, il s'agit de tout faire pour empêcher la propagation du coronavirus et bouter hors du Cameroun cette maladie, le Covid-19. Et pour cela, il dit ensemble, nous avons besoin, ça je cite encore le chef de l'État, des dirigeants politiques, des leaders d'associations, des leaders d'opinion, des autorités morales de toutes les religions. Nous avons besoin des leaders d'associations. Tout ce monde et du corps médical doivent pouvoir contribuer à faire en sorte que le Covid-19 puisse être éloigné du Cameroun. Ce n'est pas en fermant les établissements hospitaliers, privés, qu'on va parvenir à résoudre le problème. Au contraire, je l'ai souligné ici sur ce plateau, que ce sont même les médecins, des centres agréés, des hôpitaux dédiés, comme la Kentini, comme Yassa, l'hôpital de gynéco de Yassa, et comme l'hôpital général de Douala. Ce sont ces mêmes médecins qui décident de manière concrète sur le terrain, parce qu'ils sont débordés, de référer des patients qui arrivent et dont ils ne peuvent pas assurer la prise en charge vers les cliniques ou hôpitaux privés. Et je concluais récemment la nécessité pour le ministre de la Santé de revoir sa décision de confiner à seulement quelques centres médicaux, quelques centres hospitaliers, la bataille pour sauver les vies des Camerounais. Et on a des conséquences aujourd'hui. Après la décision de la fermeture de Marie-O, la plupart des cliniques ont décidé que, puisqu'on nous empêche de soigner les malades du Covid-19,
on va les renvoyer tous, on va tous les renvoyer vers les centres dédiés. Or, c'est impossible que la prise en charge soit assurée dans ces centres, dans ces hôpitaux dédiés. Et la fermeture de la polyclinique Marie-Haut doit faire l'objet d'une réunion entre le ministre de la Santé et l'Ordre des médecins après la publication d'une enquête rendue publique bien après la fermeture de cette polyclinique, rencontre prévue la semaine prochaine. Et là, nous sommes sur la question du système de santé avec vous, Maître Roland Diourou. Le président de la République dit qu'il faut renforcer ce système de santé. Est-ce que c'est un aveu des failles dans la capacité de ce système à pouvoir prendre en charge les cas du Covid-19? Pourtant, des membres du gouvernement ont rassuré sur les moyens mobilisés pour faire face à cette pandémie. Évidemment que c'est un aveu d'impuissance de mon modeste point de vue. Avant de rentrer un peu plus en détail dans la réponse à votre question, Monsieur Mott, honorable Mott, tout à l'heure a indiqué le cas de la Corée du Sud. Alors, Hong Kong. Pardon, de Hong Kong, voilà. Mais cela a fait écho dans mon esprit à celui de la Corée du Sud qui a appliqué à peu près les mêmes techniques, c'est-à-dire test en masse, surtout masque barrière sans confinement. Mais j'aimerais quand même rappeler à l'attention de l'honorable et à nos téléspectateurs que l'analogie n'est pas logique. Parce que quand vous prenez le cas de la Corée du Sud, elle vit ce pays, cette Corée vit en conflit permanent avec la Corée du Nord, le voisin du Nord. Ce qui crée une situation dans laquelle tous les Sud-Coréens sont en permanence sur le pied de guerre. Quand vous regardez, par exemple, des documentaires sur comment est-ce que le Sud-Coréen normal vit, il a toujours un kit nucléaire, ou en tout cas une protection nucléaire quelque part dans sa maison. Il est prêt à tout moment, s'il y a l'alerte qui est sonnée, de prendre les mesures que le gouvernement a prévues pour éviter une éventuelle attaque nucléaire du voisin du Nord. Ils vivent comme ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que cela a développé chez ceux-là une certaine discipline. On peut étendre la notion de discipline à Hong Kong, qui participe du grand groupe du monde chinois, parce qu'on sait très bien que c'est des personnes qui sont naturellement, peut-être pas naturellement, mais culturellement tout au moins disciplinées. Il n'y a qu'à voir leur forte implication, notamment dans les arts martiaux, ce qui n'est pas le cas pour notre population. Et c'est à ce niveau qu'on peut également estimer que nous avons une gouvernance tatillonne. On ne gouverne pas un peuple qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas, dans un contexte où vous savez que l'essentiel de votre population ne peut pas briller forcément par une certaine discipline, lui appliquer des mesures qui requièrent pour son efficacité un niveau de discipline équivalent, sinon égal ou supérieur à celui qu'on voit ailleurs. Quand vous avez une population comme celle-là, vous devez prendre des mesures qui s'adaptent à cette population en fonction de leur psychologie. Et je reprends pour mon compte ce que le président Sambaka a dit. L'essentiel de la population camerounaise, l'essentiel, et encore une fois, c'est une des failles de cette gouvernance d'une quarantaine d'années, l'essentiel de la population camerounaise se déploie dans le secteur informel. Et ce n'est pas l'expert comptable, M. Mott Samuel Dieudonné, qui me contredira, puisque ce sont les chiffres qu'il connaît bien. Cette population informelle-là, comment vous faites pour vous assurer de ce qu'elle ne va pas retourner illico presto dans la rue chercher la seule chose qu'elle sait faire, son gagne-pain? Comment vous voulez qu'elle ne fasse pas cela? Comment vous voulez que ceux qui sont en chômage quasi permanent, sinon en sous-emploi, un terme qui masque précisément le chômage endémique, comment vous voulez qu'ils respectent les mesures de confinement? Comment vous voulez que cette personne-là n'aille pas se défouler? Parce que quand on regarde la façon avec laquelle les Camerounais s'adonnent à la consommation d'alcool, on a l'impression que c'est presque le seul exutoire qui leur reste. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils y vont avec une telle frénésie. Quand vous avez tous ces éléments, tous ces paramètres-là, vous devez effectivement prendre la pleine mesure des enjeux pour que les mesures que vous devez prendre pour éviter qu'il y ait la propagation soient efficaces. Sinon, vous prêchez au désert. Sinon, ce sont des vœux pieux. Revenons maintenant à notre système de santé. Mais écoutez, il y a eu quelques évolutions, je le confesse, mais au début de cette crise, le seul endroit où on pouvait faire les tests, c'était bien le centre Pasteur de Yaoundé.
on est obligé, au Cameroun au jour d'aujourd'hui, de faire remonter des échantillons prélevés partout au Cameroun, à Yaoundé, pour avoir des tests. Or, pourquoi est-ce que nos chercheurs, ceux qui sont dans les universités, etc., ne pouvaient pas travailler à d'autres façons de faire des tests? Parce que de ma petite information sur la question, on peut tester la positivité au coronavirus, soit en identifiant le virus, soit en identifiant les antigènes du virus, soit en identifiant les réactions métaboliques à ce virus-là. Il y a au moins 3 techniques qui peuvent permettre de faire le test. Champ de possibilités. Monsieur Mott, vous distribuez les points et la parole aussi, alors que ce n'est pas votre tour. Parce que tout à l'heure, vous avez... Là, je dis champ de possibilités. Et vous insistez. Tout à l'heure, vous avez cru devoir souligner le fait que préciser la nature du sceau qui avait été offert, c'était faire de la polémique. C'est vous qui distribuez les points sur ce qui est polémique ou pas. Laissez donc que les autres puissent choisir eux-mêmes leur propre polémique et pas vous à leur place. J'étais donc en train de dire que en ce qui concerne les tests, sur ce dossier-là, je parle à tous ceux qui font des études de biochimie. J'en connais beaucoup, j'en connais vraiment beaucoup, qui vous disent toutes les possibilités qu'on peut mettre en place pour faciliter le test du Covid. Quitte à ce que ces tests-là, parce qu'il y a toujours des marges d'erreur, puissent être confirmés par d'autres tests peut-être plus élaborés, peut-être plus rares. En d'autres termes, on insiste sur la masse, on fait des tests de premier niveau avec des méthodes accessibles, de telle sorte que si on a des doutes sur un cas, on peut référer maintenant ce cas-là à un certain niveau pour avoir un autre type de test pour enfin confirmer ou infirmer le diagnostic qui a été précédemment posé. Sur cette question-là, on voit bien que le système de santé du Cameroun est totalement dépassé. On voit bien qu'il n'y a pas d'intégration entre ceux qui soignent, ceux qui font la recherche et ceux qui produisent le matériel de santé. On voit bien qu'au Cameroun, il n'y a pas du tout d'intégration. On a vu Madame le ministre récemment, en tout cas au début de la crise, dire qu'il suffisait qu'on fasse d'un claquement du doigt, qu'on lui donne d'un claquement du doigt l'autorisation pour qu'elle nous produise de l'hydrochloroquine. Mais à ce jour, j'aimerais savoir si le claquement de doigt a été fait, s'il n'a pas été fait, pourquoi, et s'il a été fait, combien est-ce qu'on a déjà produit. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne fait pas assez attention, mais qui sont symptomatiques de la faillite, des fissures de ce système de santé, qui, malheureusement, la pandémie n'a pas attendu que le système de santé se renforce pour arriver, qui, malheureusement, doit faire face à une pandémie, à une épidémie mondiale. C'est de ça qu'il est question. Et la faute à qui? La faute, excusez-moi, monsieur Mott, je ne suis pas adepte de la théorie de la responsabilité collective. Parce que la responsabilité collective est l'autre nom de la déresponsabilisation. Il y a des gens qui sont chargés, supposément chargés par le reste de la population de conduire la destinée commune. Cette destinée commune, comment est-elle conduite? Si elle est conduite de manière efficace, on le saurait. Et ce qui est visible, c'est que au lieu de ça, on a encore une fois une occasion où on aurait pu se redresser, mais on est passé à côté. Honorable député Samuel Mott, le Gabon, pays voisin, a mis sur pied des laboratoires spéciaux avec des capacités de tests de 5000 tests par jour. On a vu le président gabonais qui s'y est rendu pour toucher du doigt ces équipements de haute technologie. Au Cameroun, il n'y a pas d'indication sur les capacités de tests à une grande échelle et cela suscite des critiques de l'opposition sur la lisibilité de ce plan de riposte. Que répondez-vous? Le moment de rendre compte arrivera un jour et effectivement on va dire voilà ce que nous avons pu faire, peut-être nous n'avons pas été à la hauteur, à ce moment-là envisager une sanction éventuelle. Ce que j'ai souhaité quand j'ai pris la parole pour la première fois sur ce plateau, je pensais qu'on allait éviter le maximum, le plus possible les polémiques. Là nous sommes à l'intérieur du champ de polémique qui est totalement à la marge de l'effort qui est demandé à tous les Camerounais aujourd'hui. Il y a des propos qui sont revenus dans les interventions respectives
de Monkamga et de Roland Diouf d'ailleurs, qui parle du discours du chef de l'État. Oui, très bien, effectivement, il y a eu un certain nombre de mots qui ont été prononcés, mais je voudrais seulement lui rafraîchir la mémoire. 4e paragraphe, il reconnaît effectivement qu'il y a un certain nombre de leaders de position, d'opinion qui sont intervenus dans le domaine et il les en remercie. Mais quelques paragraphes plus loin, il dit effectivement, il en interpelle non seulement aux partis politiques, mais l'interpellation regarde l'ensemble de tous les corps sociaux. Et il finit son intervention à l'intérieur de ce paragraphe-là en disant il faut que tout soit fait dans le cadre de la loi. Tout doit être fait dans le cadre de la loi. Et moi, j'ai voulu éviter que l'on rentre dans ce champ-là de polémique parce que la solution, effectivement, elle ne peut trouver que par notre implication personnelle. Il est contre le principe de la responsabilité collective. Je voudrais seulement rappeler à Maître Ndjeou qu'en tant qu'élite de cette république, il a une responsabilité sociétale. Je voudrais également rappeler à Edmond Kamga qu'il a une responsabilité sociétale. Je voudrais également dire à Sambaka que nous avons collectivement une responsabilité sociétale. Et donc, notamment quand on dit effectivement qu'il faut participer à cette responsabilité-là, apporter sa pierre dans l'éducation de cette responsabilité de telle manière à ce qu'on puisse éviter une catastrophe, il n'y a pas à se rejeter la balle. Effectivement, la notion de dilution de responsabilité à laquelle il fait allusion, je ne suis pas dans ce champ d'analyse. Je suis dans le champ d'analyse qui consiste à dire, à l'intérieur de son propre foyer, on ne va pas diluer sa responsabilité en attendant forcément l'effort du gouvernement. On peut éduquer, on peut participer de l'éducation. Et cette éducation, effectivement, elle va au-delà de la famille nucléaire. On est tous issus d'un milieu social dans lequel, effectivement, on peut jouer de notre aura pour pouvoir faire en sorte que la société puisse être régulée. Les problèmes de discipline que nous soulevons ici, et qu'il a effectivement reconnu à juste titre, sauf qu'il m'a envoyé en Corée du Nord, je n'ai pas du tout la prétention d'aller en Corée du Nord, ce n'est absolument pas la prétention d'y aller, mais je reste dans le cadre où effectivement, il a été question de dire que notre responsabilité, comment dirais-je, nos libertés individuelles doit être compris également comme étant une marchandise qu'on achète. Qu'on achète non par coup d'argent, oui, Laurent Diouf, mais également par le respect des lois et des règlements et des instructions qui nous sont transmises à un moment donné par une équipe qui dirige. Je suis tout à fait en accord de dire effectivement que lorsqu'on a en responsabilité, on doit user de cette responsabilité-là et se mettre à l'épreuve du jugement une fois que la tâche est terminée. Mais de grâce, attendons, parce que à repartir chaque fois dire le système sanitaire du Cameroun ne peut pas tenir, n'a pas pu tenir parce que la responsabilité de l'autre. Également, allons-y dans les comparaisons. Nous avons connu au monde un certain nombre de systèmes de santé que nous avons pris pour des modèles, et notamment le système social en France a toujours été celui qui a été considéré comme étant non seulement le plus coûteux, mais qui est disposé à apporter une assistance sanitaire aux citoyens. Il a explosé. Celui de l'Italie a explosé. Celui des États-Unis, encore, ce n'est pas une référence pour nous, parce que là, très souvent, on a beaucoup fait référence au privé, mais au moins là où il y a, comment on appelle, la providence sociale dans ces pays, l'ensemble de ces pays-là, le système sanitaire a sauté. Notre responsabilité en tant qu'élite, en tant que communicateur, il ne cesserait de le dire, c'est de participer également à cette édification d'une société disciplinée, que lorsqu'on dit effectivement, parce que nous avons effectivement des cours sociaux qui sont fragiles, que personne ne peut contester, et qui poussent à faire en sorte que de toutes les façons, on sera amené de sortir. Dites à la personne qui sort, couvrez-vous. Parce que là également, nous avons, c'est quelqu'un que nous estimons qui peut être de passager, mais dans les pays notamment où il fait froid, parce que cette expérience de couvrez-vous, elle m'inspire autre chose. Lorsqu'il fait pas tant mauvais dehors, lorsqu'on vous dit, vous sortez, vous devez sortir couvert. Vous ne pouvez pas dire, je n'ai pas pu prendre mon pull vert parce que le gouvernement ne me l'a pas donné. Très bien, si le gouvernement peut vous le donner, vous le prenez très bien, avec toute la gentillesse nécessaire et avec toute la bonne éducation après, parce que là également, vous m'avez renvoyé à ce chef-là qui crache. Mais le niveau de vie dans ces pays n'est pas le même au Cameroun. Plus de 40% de la population vit au seuil de pauvreté. C'est bien ce que je vous dis. Et donc, votre responsabilité, vous nous faites effectivement, c'est de dire, vous êtes un grand journaliste à Equinox, une fois que vous avez acheté pour votre propre famille, vous pouvez tendre la main également à quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais ceux qui l'ont fait, honorable Samuel Mohamed, ils ont été confrontés à des réactions des autorités administratives. Pourtant, c'était des initiatives à première vue humanitaires. C'est dit que nous faisons dans le respect des lois et des règlements, parce qu'il n'y a que ces lois et règlements
environnement-là qui nous protège. Je voulais chuter par un problème de vocabulaire que m'a infligé tout à l'heure Edmond Kamga. Entre égalitaire et équité, c'est deux choses différentes. Quand on donne 1 milliard de dons, égalitaire, si on le divise par les 360 communes, et à ce moment-là, chacun aura le même montant. Là, on est en situation d'égalité. Ensuite, si vous voulez parler de l'équité, l'équité tiendra compte du nombre de personnes qui doivent être couvertes des utilisateurs éventuels. Et donc, du coup, on peut admettre qu'on puisse donner plus de masques à Douala parce qu'il y a une forte population et qu'on puisse en donner moins. Mais encore une dernière fois, quel que soit le nombre de gants que l'on donnera, à un moment donné, il y aura une interpellation. Edmond Kamga qui viendra vers nous en tant qu'élite, en tant que personne effectivement qui peut parler au nom des autres, et on demandera nécessairement notre contribution parce que l'État, en l'état actuel, ne pourra pas donner les masques à tout le monde. L'autre chose, je voudrais tellement... Je voudrais terminer là-dessus. Les magistrats je voudrais terminer là-dessus. Ils interpellent le gouvernement. Ils n'ont pas été associés depuis le début de cette crise sanitaire. Et Sambaka a insisté sur ce point-là. Pourquoi, dans l'ère de la décentralisation, les magistrats municipaux ne sont pas associés dans le cadre d'une riposte sanitaire sectorielle où on prend en compte les besoins selon les communes d'arrondissement. Prenez en considération également que ça nous demande une certaine réactivité. Écoutez-moi très bien, si vous voulez qu'on fasse l'état des lieux au niveau des communes, qu'on vous les remonte au sommet pour pouvoir savoir comment la répartition se fait, pour pouvoir savoir comment... Mais en ce qui concerne effectivement cette démarche, j'ai vu les municipalités s'impliquer. Vous avez tendance à minimiser l'utilisation des masques barrières, vous tournez en dérision des seaux qui sont donnés aux populations. Les seaux qui sont distribués, c'est un module de 2 seaux. Il y a le premier seau qui recueille là où on met de l'eau coulante pour pouvoir laver, et il y a également le seau maçon qui est destiné à recevoir l'eau usée qui a été utilisée. Et donc c'est un ensemble. Mais encore une dernière fois, je veux dire, les municipalités n'ont jamais été exclues dans le processus. Les municipalités sont bien à l'intérieur du processus, mais il faut faire en sorte que chacun à son niveau puisse apporter sa pierre de telle manière à ce que les populations puissent être... Les problèmes de communication sur le terrain, je suis désolé, les communications ne viennent pas nécessairement de Yaoundé. Les communications viennent également dans Mabougague qui est très loin d'ici. Et c'est les municipalités qui font cette communication. Et j'ai également vu les municipalités à l'œuvre en ce qui concerne effectivement d'apporter l'ensemble de ces masques, des gestes barrières, la mise en œuvre des gestes barrières. J'ai vu également les municipalités au front. Bien entendu, on peut estimer qu'on n'en a pas suffisamment reçu, mais on prendra d'abord ce que nous avons reçu et on cherchera par la suite qu'est-ce qu'on fait pour compléter. Mais vous voyez très bien que là, quand chaque fois vous m'interrompez, il y avait autre chose à dire. Mais on va pouvoir l'évoquer tout à l'heure. Cyril Sambaka, comment on fait pour renforcer ce système de santé et réduire l'impact social et économique de cette crise sanitaire? Le Cameroun est déjà à plus de 3500 cas de Covid-19. On a franchi la barre de plus de 100 morts des suites de cette maladie. Ça encore, c'est un bilan officiel. Il y a le personnel soignant qui se plaint dans les zones reculées de manquer cruellement d'équipements nécessaires pour prendre en charge les cas qui se présentent à eux. Dans ce contexte, que faut-il faire? Vous avez oublié les pays voisins, les pays de l'Afrique centrale, qui estiment que les Camerounais viennent les contaminer. N'est-ce pas? Parce que si vous regardez les contaminations en Afrique centrale, le Cameroun à lui seul tient, je crois, le 8/10 des contaminés. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Le Gabon vient très loin derrière. C'est qui explique. N'est-ce pas? Donc, non, les explications, on peut les donner, mais je peux vous dire que si on avait pris certaines mesures à temps, on ne serait pas arrivé à cette situation. Mais on ne va pas discuter sur ça. Parce que là, nous sommes en train de nous battre pour qu'un fléau puisse disparaître. Maintenant, pour que ce fléau puisse disparaître, il faut bien qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. Et qu'on puisse tirer des leçons de la chose. Parce que tant que vous aurez des sous-préfets qui vont maltraiter les chefs traditionnels, qui vont mettre les maires et l'exécutif communal en spectateurs quand ils font leur show, les choses ne vont pas avancer. Vous voulez prendre illustration de cette image de ce préfet de l'Army, là, dans la région du Sud, oui, qui malheureusement n'a pas eu les deux sauts. Il n'a pas eu les deux sauts, il a eu le saut maçon, et qui a estimé que ce n'était pas intéressant pour lui. N'est-ce pas? Ce n'était pas intéressant pour lui, il voulait dire ce pourquoi il serait intéressant, et tout de suite on a vu l'autorité le menacer.
et même dire qu'il va enlever ses galons. À quoi renvoie cette image lorsque vous la voyez? La colonisation. C'est-à-dire que l'administration camerounaise n'a pas pu se départir. Ils ont hérité le commandement de la colonisation. Et ils sont tellement contents de cela. Ils sont tellement contents de brutaliser, de matraquer les gens. Parce que c'est ce que nous constatons dans nos villages. N'est-ce pas? Quand la voiture du sous-préfet arrivait et tout cela, tout le monde dans la brousse. Parce que quand on entend ce klaxon-là, on dit que le commandant est en train d'arriver. Donc tout le monde dans la brousse. Voilà, c'est l'image, c'est cette image-là que nos préfets, nos sous-préfets veulent garder, veulent conserver. C'est-à-dire des gens qui ont des esclaves. Or, ça ne marche plus parce que vous avez 360 maires qui sont élus avec les conseillers municipaux qui ne demandent qu'à travailler avec les populations et à émanciper ces populations. Mais ils n'ont pas moyen de le faire parce qu'eux, ils sont spectateurs. Quand le préfet est là, l'autorité administrative, le maire est assis. Si on veut lui faire honneur, on dit qu'il est vice-président de cette séance. Mais en fait, il est là en tant que spectateur. Le préfet va tout faire, le sous-préfet va tout faire. Et puis comme ils savent le faire, les populations ne seront pas contentes. Et après, c'est le maire qui va écoper parce que les populations vont dire que vous avez donné des choses qui ne servent à rien. Or, si vous voyez les maires aujourd'hui réagir, c'est parce qu'ils aimeraient qu'ils soient associés, n'est-ce pas, à cela, pour que ce soit plus facile pour eux d'expliquer aux populations et d'émanciper ces populations. Moi, je suis très embêté parce que M. Mot Samuel, c'est mon député d'une CAM. Il est député dans l'ONCAM, c'est-à-dire chez moi. Mais il préfère défendre le gouvernement de défendre les populations. Moi, ça ne me plaît pas. Il faut qu'il défende les populations. C'est les populations qui l'ont élu. Il n'a pas à défendre le gouvernement. Donc ça aussi, ça ne peut pas m'arranger. Je dis donc, dans l'ONCAM, nous avons besoin de dire à notre député que quand il a fini dans les joutes de leur parti de défendre le gouvernement là-bas, mais qu'il pense aussi aux populations, à défendre les populations, parce que ce sont les populations qui l'ont élu. Après cette précision, Edmond Kandia, que faut-il faire aujourd'hui face à cette pandémie qui ne cesse de progresser au Cameroun? Comment allier la relance sur le plan économique et la préservation de la santé des Camerounais dans ce contexte? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais réagir sur quelques mots de monsieur l'honorable Mott. Il m'a dansé un peu. Samuel, donnez-moi d'une danse personne. Oui, les autres companélistes ici sur ce plateau. Mais je vais être bref. Parce que quand vous parlez de la responsabilité sociétale, vous avez dit de l'élite, au niveau de la responsabilité collective et individuelle. Et l'autre point, c'était sur la phraséologie, sur l'équité et l'égalité. Maintenant, je voudrais dire simplement que sur la responsabilité de l'élite, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très important pour l'élite de participer au développement, de participer à la préservation de la santé des populations. Ça doit être connu et c'est important. C'est une lapalissade. Et c'est une lapalissade. Il n'y a pas de débat là-dessus, monsieur Mott. C'est-à-dire que chacun, à titre individuel, peut contribuer au développement, peut contribuer à la santé, là où il se trouve, dans sa communauté. Il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, par contre, lorsque vous avez parlé d'égalité et d'équité, en croyant me critiquer, je voulais dire tantôt qu'on n'a pas besoin de rester dans la sémantique, M. Mott. J'ai dit tantôt, parce que vous donnez l'impression que lorsque j'ai parlé d'équité, j'ai oublié la notion d'égalité. Je n'ai jamais oublié la notion d'égalité. Et c'est même par là que j'ai commencé. Lorsque j'ai dit que le montant du prétendu don du chef de l'État, s'il fallait le répartir en tenant compte des 360 communes, de manière égalitaire, c'est peut-être, je n'ai pas dit préciser, de manière égalitaire, chaque commune aurait eu au moins 5 millions de francs CFA et en aurait usé en tenant compte des besoins de la population, en tenant compte de ce qui serait décidé au conseil municipal. Il me semble que je l'ai dit quand j'ai parlé de la possibilité de permettre à chaque commune de faire usage de cet argent en tenant compte de ces populations. Ça, c'est l'égalité. Maintenant, sur l'équité, M. Mott, vous avez voulu faire quoi aux téléspectateurs que lorsque j'ai dit que certaines communes en ont reçu plus que d'autres, c'était
oublier le fait que dans l'équité, nécessairement, certains recevraient plus que d'autres. Bien sûr. Mais ce que j'ai voulu dire en réalité, c'est que ça a été très inégalement réparti, ça a été très inéquitablement réparti, c'est-à-dire on n'a pas forcément tenu compte, si on a tenu même compte de l'équité, on n'a pas forcément tenu compte de ceux qui en avaient le plus besoin. On n'a pas tenu compte de ceux qui en avaient le plus besoin, parce que effectivement, c'est dans les zones rurales que les populations, pauvres qu'elles sont, ont le plus besoin de soutien et de l'aide de l'État, et non dans les villes. Faites le point. Ça, c'est une interpellation que je vous donne. Vérifiez un peu combien ont reçu de ce fameux don présidentiel dans les communes rurales et dans les communes qui se trouvent dans les zones urbaines. Vous serez très très surpris, honorable Motte. La question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à la situation? Comment en sortir? Moi, je pense que la première chose, c'est de prendre conscience de la réalité du danger qui mine le Camerounais sur le terrain, en tenant compte des chiffres réels des morts du Covid-19. Pourquoi je dis des chiffres réels Covid-19? Je me suis rendu compte personnellement, et à travers un certain nombre d'exercices et des travaux de reportage que nous avons pu faire d'enquête, que les chiffres, la plupart des chiffres qui sont annoncés par le ministre de la Santé ou par son responsable qui le fait à sa place, ne tiennent pas compte de l'effectivité de tous les morts du Covid-19 au cours de la journée sur le territoire national. C'est-à-dire, il y a des chiffres qui ne sont, au moment où ils sont annoncés des morts, il y a certains Camerounais qui sont morts du Covid-19, mais dont on n'a pas tenu compte. Soit parce qu'ils n'ont pas été enregistrés, soit parce que les chiffres ne sont pas arrivés au niveau du ministre de la Santé, soit parce qu'au niveau de l'Institut Pasteur, on n'a pas suffisamment comptabilisé et rendu compte au ministre de la Santé. Mais en tout cas, ce ne sont pas l'essentiel des morts par jour du Covid-19 au Cameroun qui sont annoncés chaque jour par les officiels. Et cela peut poser un problème. Ensuite, j'ai dit qu'il faut prendre conscience de la réalité de la situation sur le terrain, y compris la réalité des morts. Il y a déjà, sur la réalité des morts, c'est un peu biaisé, parce qu'on n'a pas les véritables chiffres. Ça, c'est une interpellation que je fais au niveau du ministre de la Santé et également au niveau du comité scientifique qui a été mis en place pour assister le ministre de la Santé sur la transparence dans la communication des chiffres des morts, des personnes guéries et des autres situations. La deuxième chose, pour qu'on s'en sorte, il faudrait qu'on sorte de la langue de bois, qu'on sorte des querelles politiciennes. Quand je parle de la langue de bois, c'est de dire que la situation est maîtrisée. Or, le chef de l'État a eu la prudence et la mesure en disant que la situation est maîtrisable. Or, d'autres ministres, membres du gouvernement disent que la situation est maîtrisée. On connaît le jargon. La situation est sous contrôle, la situation est maîtrisée. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai apprécié la sortie du chef de l'État lorsqu'il dit la situation est maîtrisable. Cela ne signifie pas qu'elle est maîtrisée. Cela signifie qu'on peut. Le champ des possibilités. C'est un champ de possibilités, pour utiliser l'expression de l'honorable Motte. Donc il y a un effort, il y a un travail à faire. Oui, qu'on vous suit. On vous suit, M. Motte. Je vous suis attentivement. C'est pour cela qu'en répondant aux téléspectateurs, je tiens compte des avis des uns et des autres. Et pour terminer, pour chuter, et ça c'est l'essentiel à mon sens, il faudrait que l'État et le gouvernement camerounais fassent en sorte que la majorité des Camerounais puissent porter un masque. Il n'est pas, c'est vrai, chaque Camerounais va faire un effort d'acheter son masque. Mais à quel prix? Il coûte trop cher. Vous savez que la majorité des Camerounais utilisent moins d'$1 pour vivre au quotidien, moins d'$1. On est dans les 500, 600 francs. Et acheter un masque, c'est au moins 500 francs ou 600 francs, sinon davantage. Aujourd'hui, les gens se débrouillent avec des masques qui ne sont même pas dans les normes. C'est pour dire qu'il est important. Si nous sommes 25 millions d'habitants, si nous sommes 30 millions d'habitants, il faut que le gouvernement fasse en sorte, pas qu'on ait 2 millions de masques à distribuer, mais qu'on ait au moins 15 à 20 millions de masques à distribuer, et gratuitement. Je dis bien gratuitement. C'est inadmissible que dans quelques jours, nous soyons amenés à conduire nos enfants à l'école
sans savoir si les établissements ont pris des dispositions pour que chaque enfant ait un masque, pour que chaque enfant ait la possibilité de se laver les mains au savon, pour que chaque enfant ait la possibilité d'utiliser une solution hydroalcoolique. C'est grave. Nous devons faire en sorte, l'État doit faire en sorte que qu'avant d'amender, parce qu'on dit, allez sur le terrain, on sait, les officiers, les autorités disent qu'on va servir des amendes, on va vous arrêter si vous ne portez pas le masque. Mais qu'a-t-on fait pour que chaque Camerounais ait au moins un masque? Il faut distribuer gratuitement les masques à la majorité des Camerounais. Et c'est possible. Je prends un exemple. Le 20 mai, il n'y a pas eu de célébration des festivités nationales. Imaginez combien coûtent les dépenses annuellement au Cameroun pour organiser les festivités de la fête de l'unité nationale. C'est en termes de milliards, monsieur Céline Moufélé. Utilisez cet argent, mettez-le dans la lutte contre le Covid-19. Utilisez une partie de cet argent, dotez tous nos enfants de masques avant qu'ils n'aillent à l'école. Voilà des propositions concrètes, monsieur Moufélé. Les festivités du 20 mai ont été annulées. Le président de la République n'a pas fait mention dans son discours des autres aspects relatifs à la problématique de l'unité nationale. Il y a eu cependant d'autres discours qui ont été entendus le 19 mai, celui de Cabral Libby, président du PCRN, classé officiellement 3e lors de la dernière élection présidentielle, et celui de Maurice Kamto, classé officiellement 2e lors de la dernière élection présidentielle, qui a tenu à revenir sur d'autres mots qui minent l'unité nationale au Cameroun. Maître Roland Diou, pourquoi insister sur ces autres mots? Quels sont ces grands obstacles qui, selon vous, font face à la cohésion nationale? Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème par les conséquences. Pour résoudre un problème, il faut toujours commencer par chercher ce qui est la cause, s'attaquer au principal. Et le principal de l'unité nationale, l'enjeu principal de ce qui est aujourd'hui notre vivre ensemble, c'est la façon dont est organisé notre pays. C'est la façon dont ce pays est géré. Il y a toujours dans un orchestre un chef d'orchestre. La musique ne se fait pas d'elle-même. Si elle est harmonieuse, c'est parce qu'il y a des harmonies qui ont été trouvées. Et lorsqu'on se rend compte que l'exécution de la partition donne à voir des dissonances, des contresens, etc., cela veut dire que le chef d'orchestre a un problème. Et c'est bien de ça qu'il s'agit quand on regarde comment est-ce que le Cameroun se déploie ces dernières années. On est une belle nation, diverse, généreuse, qui pourrait avoir un florilège si, justement, on avait une intelligence, une ingénierie de l'organisation, de la diversité et de l'unité. À la place, qu'est-ce qu'on voit? À la place, on voit bien qu'il y a une gouvernance par la division. On voit bien qu'il y a une gouvernance par l'exacerbation des tensions sociales qui peuvent être de sources communautaires, disons ethniques, qui peuvent être de sources professionnelles, etc. Alors qu'à la place, on aurait dû, ensemble, travailler à définir notre modèle de république, une république inclusive qui ne peut être autre chose qu'une république multiculturelle. Quand je dis cela, je me rappelle ce que l'actualité récente nous a donné à voir. Elle nous a donné à voir que des responsables à un certain niveau qu'on peut estimer être assez élevé de notre pays, en tout cas au niveau du ministère de la Communication, gérant des organismes qui sont supposés observer les médias et la scène publique, font une lecture de cette scène publique-là, y compris quand cela concerne l'international, sous un prisme qui a été qualifié de proximité sociologique. Ce n'est pas moi qui ai utilisé ce terme, c'est bien un officiel, et il prétendait agir selon les habilitations les plus officielles de son ministère, en ce sens-là. Cela peut laisser penser que la façon dont ce gouvernement nous voit, c'est bien sous le prisme de nos proximités sociologiques respectives, au point où on ne s'attache pas à écouter le propos qu'aura M. Mott, ou M. Kamgia, ou M. Sambaka, non. On aura plutôt tendance à rattacher son propos
à la proximité sociologique qu'il pourrait avoir avec un tel ou avec un tel autre. Et quand vous plongez en profondeur dans la nature du système dont nous avons hérité et dont les sous-préfets et préfets sont l'illustration, il s'agit exclusivement d'un type colonial qui est devenu post-colonial, qui effectivement s'appuie sur la logique du diviser pour mieux régner. Nous observons qu'au Cameroun, notre unité nationale est face à deux choses qui se complètent. D'une part, l'envie, l'idée de régner, et d'ailleurs de régner perpétuellement. Et là, je cite le professeur Mathias Eric Onangini et la théorie du gouvernement perpétuel qu'il avait brillamment développée à une certaine époque. D'une part, on règne perpétuellement selon le souhait, et donc pour régner perpétuellement, on divise précisément pour mieux régner. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on met en place une cohorte de personnes qui finalement trouvent intérêt à ce que d'une part, ceux qui règnent, règnent, et que ceux qui ne règnent pas ne contestent pas les petites positions que leur proximité avec le pouvoir central a pu leur permettre d'avoir, afin de sécuriser les prébendes et les avantages qui leur sont dus. Voilà pourquoi on a une cascade de dictateurs. On a des dictateurs en cascade au Cameroun, parce que tout le monde finalement est dictateur à son niveau. Tout le monde à son petit niveau se comporte comme la superstructure, précisément parce que le fait d'avoir accédé à telle ou à telle fonction devient une position de rente qu'il faut protéger à tout prix et à tous les prix, y compris à celui de l'exacerbation, parfois de haine grégaire, parfois artificielle, très souvent artificielle devrais-je d'ailleurs dire, simplement parce qu'une fois qu'on l'a fait, d'une part, on peut apparaître aux yeux du dispensateur de poste, celui qui est Dieu mais qui n'est pas Dieu, comme un bon élément, méritant ainsi de garder sa position, parfois aussi en agitant ces chimères-là à la face du peuple qui malheureusement n'a pas encore lui-même toute l'éducation nécessaire pour faire le tri. On peut se présenter comme une alternative à ceux qui sont entre guillemets dans la mangeoire et donc solliciter par cette exacerbation-là son accès à la mangeoire. Et donc, quand tout se construit autour de cette tribalisation institutionnelle de la vie publique, on ne peut pas en même temps prôner, quand on est du côté du gouvernement, le vivre ensemble et l'unité nationale. Vous parlez de c'est le verre qui est dans le fruit. Vous parlez de tribalisation au sein de l'administration publique. Oui. Honorable député Samuel Motte, avec de nombreux cas d'illustration dans l'analyse de maître Roland Dioux, comment expliquer qu'aux yeux de l'opposition, ce tribalisme est devenu l'arme qu'utilisent les pouvoirs publics et le régime pour se maintenir au sommet de l'État depuis de nombreuses années? Avec votre permission, permettez-moi juste de dire deux ou trois mots sur le thème de tout à l'heure. Il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui dans les centres hospitaliers, qui est la bagarre autour des morts, pour certains Covid-19 et pour d'autres morts de maladies autres que Covid-19. Je souhaiterais lancer un appel à l'ensemble des populations qui nous suivent aujourd'hui, que nous traversons une zone de turbulence assez importante, et lorsqu'il y a la moindre suspicion sur les causes de décès de quelqu'un et que l'administration médicale a dit qu'effectivement c'est Covid-19, que l'on puisse admettre, que l'on puisse enterrer le défunt dans des conditions qui ont été prévues dans le protocole de Covid-19. Parce qu'autrement dit, si on sort de là avec des cadavres qu'on se discute, qu'on exporte dans des zones où on se contaminer, effectivement, les populations reculées. J'ai considéré également dans le cas de distribution des masques, parce qu'il m'a pris à partir tout à l'heure disant qu'il ne défend pas les populations de chez moi. Je considère que les zones à risque, pour le moment, c'est des zones urbaines. Et lorsque j'ai distribué des masques là également, dans des zones reculées, j'ai privilégié là où, effectivement, il y avait une possibilité de contamination assez forte. Bon, maintenant, vous me posez les points sur les problèmes de tribalisme. C'est un débat qui, moi, très souvent, m'a très mal à l'aise, parce que je considère qu'en l'espèce, ce qui nous manque le plus, c'est l'élévation de l'esprit. Très souvent, on a toujours été happé par le fondamentalisme, par nos origines,
Très souvent, lorsque vous voyez un intellectuel s'exprimer, il tient compte notamment compte du contexte, il veut dire du primordialisme, c'est-à-dire que de la zone sociologique dont il vient. Et très souvent, lorsque vous le suivez dans son analyse, vous voyez très bien qu'il est souvent empreint de cette arrière-pensée en disant est-ce que je dois réfléchir comme tel en tenant compte du fait qu'il y a une masse derrière qui nous suivent. Si nous, intellectuels, au Cameroun, nous commençons à nous élever, nous pouvons penser que nous allons préparer un avenir plus radieux à nos enfants. En ce qui nous concerne, effectivement, je suis d'accord avec votre constat, c'est foiré pour nous tous. Mais quand on dit c'est foiré pour nous tous, c'est pas le responsable n'est pas forcément en face. Nous-mêmes, nous sommes également responsables parce que nous tenons très souvent des discours tribaux. Tout à l'heure, Roland Yehou me cite bien Mathias Eric Ouanangini. Je lui ai découvert qu'on lui trouvait un mot très sexy, un nom très gentil, Meillon, moi je l'ai suivi avant, je continue à le suivre aujourd'hui. Sauf que lui, Laurent Guéou a cessé de le suivre à partir du moment où il a continué à tenir compte effectivement des arguments que je lui donnais. Mais Mathias Kedi Ouanangini, c'est quelqu'un également... Est-ce que vous avez la preuve de ça? Attendez, je vous en prie. Il a la parole. C'est quand même un procès d'intention. Non, c'est quelqu'un qui vous apporte un certain nombre d'éléments dans le débat public. Et qu'est-ce qui vous garantit que je ne le suis pas? Vous pouvez être opposé à ces éléments, mais au moins, on ne peut pas dire que c'est du hors-sujet. Qu'est-ce qui vous garantit que je ne le suis plus? Je vous en prie, Maître Roland Guéou, vous avez la parole. Oui, je suis d'accord, mais il a dit que je ne le suivais plus. Mathias Eric Ouanangini. Vous supposez que je ne le suis plus, mais vous en êtes sûr. Vous supposez que vous en êtes sûr. Non, je vous en prie, Maître Roland Guéou, vous avez la parole. Au moins, allez-y. Au moins, Mathias Eric Ouanangini qui s'exprime avant ou qui s'exprime après, on voit très bien que c'est un intellectuel africain qui ne manque pas d'arguments. Et à partir du moment où il a commencé à lui dire, moi, simple citoyen, moins intellectuel que lui par ailleurs, en lui disant, mais très souvent, quand vous me parlez de gouvernement perpétuel, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, est-ce que vous tenez vous intégrer dans votre analyse des éléments contextuels? Il commence à réfléchir, il me dit, effectivement, si c'était un compte de contexte, il peut également varier, tout au moins atténuer l'ensemble des propos que j'ai tenus ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est l'une des personnes les plus vilipendées au monde. Et je considère qu'effectivement, si nous avons une élévation d'esprit, on n'a pas vilipendé qui que ce soit. Maintenant également, vous devez tenir compte, parce que là, vous rappelez en disant, effectivement, il y a une mutation qui est forcément tribaliste. J'ai la faveur de vous annoncer que je ne suis pas dans l'administration. Et dans le monde dans lequel je suis, moi j'ai souvent travaillé, j'ai souvent évolué. Cette mais également en fixant à la base et d'avance un certain nombre de critères d'analyse, on peut également s'entendre sur l'essentiel. En disant que, notamment quand on est à l'intérieur d'une administration, on peut faire un peu un mix. En disant on prend un enfant qui vient de telle région, on prendrait également l'autre région, de telle manière à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'il puisse avoir de l'accaparement par une certaine communauté. Ces valeurs-là, il me semble, sont fondamentales dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Bien entendu, comme je l'ai dit, c'est à nous qu'il appartient aujourd'hui de préparer cette société-là où on ne fera pas ce genre de différence. En disant effectivement, la personne que j'ai en face de moi vient de telle région et donc forcément, ça pourra être un adversaire pour moi. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut être rationnel, il faut être réaliste, il faut être assis sur le socle social qui guide notre comportement aujourd'hui pour pouvoir prendre un certain nombre de positions. Écoutez-moi bien, et c'est même très dangereux, parce que quand on me cite Meillon, on fait une citation sélective. Je n'ai pas envie de mettre du feu. Que quand j'entends un leader d'opinion dire, d'envergure, par ailleurs, nous sommes partis au FMI parce que en 1987, parce qu'on a refusé d'étudier l'épargne d'une communauté, je pense que ça, c'est être pyromane. Et ce genre d'exemple-là, tu peux les multiplier. Quand on dit condamner ce qui se passe, ce que je dis à l'endroit de Mathias Ouanangini aujourd'hui, condamner cette dérive-là qui fait que, pour des problèmes d'opinion, on peut prendre en grippe un intellectuel camerounais. Pour des problèmes d'ordre de divergence politique, on peut insulter telle ou telle autre personne et que les gens se débinent en disant non mais pourquoi est-ce que moi je dois condamner? Et de toutes les façons c'est des pseudos. Par principe, on condamne d'abord. Et quand on dit par exemple il y a quelqu'un en plus qui fonctionne à visage découvert et qui insulte, et en prenant également cette étiquette tribale-là, et que la personne vous dise, leader d'opinion par ailleurs, de très forte dimension, qui vous dit, est-ce que c'est un concurrent pour moi? Non, on condamne d'abord. Et donc là également, de la même façon que j'ai dit que nous avons une responsabilité sociétale, sociale, politique,
Il nous appartient ici, aujourd'hui, de commencer à nous élever pour pouvoir penser que nos enfants, nos petits-fils de demain ne pourront pas vivre dans les mêmes sentiers que les nôtres. Les nôtres, elles peuvent avoir de lourdes conséquences. Alors, elles sont criminogènes. Honorable Samuel Maud, vous parlez d'un idéal, hein, oui. Mais il y a une réalité, Cyril Sambaka, que les Camerounais vivent concernant cette pratique du tribalisme, que ce soit dans l'administration ou dans la société en général. Et le messager, cette semaine, estime que c'est un grand obstacle dans la construction de l'unité nationale. Quel est votre regard? Mon regard, c'est d'abord de dire que c'est la conséquence d'une mauvaise politique. Parce que si nous remontons, n'est-ce pas, et je pense que ça va voir avec l'unité nationale, quand nous avons nos indépendances en 1960, nous sortons de 40 ans, n'est-ce pas, avec le système anglais, etc., et français. Et le président Ahidjo, il met le cap sur l'unité. C'est-à-dire, il choisit l'unité. C'est la raison pour laquelle, en 61, il réussit son premier coup, c'est celui de la fédération, les accords de Fumban. Les accords de Fumban. Tout de suite, les deux Camerouns, n'est-ce pas, sont réunis aux grandes dames de ceux qui sont partis vers le Nigeria du côté septentrional. Parce que il faut bien comprendre cela. Et en 1972, l'unité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est parti dans une démarche. On commence par le fédéralisme, ensuite on est dans l'unité, et peut-être plus tard on revient à la République. Et peut-être plus tard. Mais chaque fois, il a utilisé le référendum. C'est-à-dire qu'il a voulu associer les populations. C'était du masqué, c'était du ceci ou c'était de cela, mais la démarche. Et depuis que le président Ahidjo est parti, on n'a plus connu de référendum au Cameroun. C'est-à-dire que les populations, on les a prises, on les a mis de côté, et on a pris les élus qui sont à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'on appelle le gouvernement des intellectuels. Ils sont arrivés, ils ont dit, mais non, on n'a pas besoin de population. La loi dit que même à l'Assemblée nationale, on peut passer par là. Donc, toutefois, les populations du Cameroun ne sont plus émancipées. Parce qu'elles ne participent plus aux choses de leur pays. C'est les députés qui prennent toutes les décisions. Vous voyez? Ça, c'est un problème. Donc, l'unité nationale dont on parle aujourd'hui, promise à partir du moment où, en 90 surtout, on entre de plein pied, n'est-ce pas, vers la multiplication des partis politiques. La stratégie que le pouvoir a, c'est de confiner les partis politiques dans les régions de leur leader. Et que seul reste le parti au pouvoir, soutenu par les préfets, les chefs, toute l'administration, que ce soit, qui apparaisse donc comme le parti qui est partout. Et quel est l'intérêt d'une telle stratégie de confiner des autres leaders dans leur... C'est-à-dire que c'est la technique de conservation du pouvoir. La technique de conservation du pouvoir vise à mettre les autres dans des confinements et puis gérer seul, n'est-ce pas, toute la diversité. C'est pour cette raison que, en plus de cela, quand on a des ministres qui sortent de toutes les régions, on a tendance à dire l'équilibre régional. Mais l'équilibre régional ne peut pas se résumer à cela. C'est pour cette raison qu'on dit que tant que nous allons continuer avec le centralisme excessif, nous allons avoir ce problème qu'on ne pourra jamais gérer. Par contre, si maintenant nous revenons à ce qu'on appelle, ça dit l'évolution, nous sommes partis du fédéralisme, maintenant nous évoluons vers la décentralisation. Parce que ça aussi, il faut le dire, nous avons vécu le fédéralisme. Le fédéralisme n'a jamais empêché la centralisation du pouvoir. Or, ce que nous souhaitons, c'est que les populations soient émancipées. Et il n'y a que les communes qui soient capables d'émanciper ces populations. D'où, depuis 7 ans, que j'avais sorti le plan d'urgence communale participatif. Malheureusement, les maires, ils ont trouvé que c'était bien, mais ils n'ont pas eu le courage de dire à leur parti politique, le RDPC, que c'est ce que nous souhaitons. Et nous sortons du grand dialogue national où nous avons demandé 40% du budget de l'État. Les maires du RDPC ont dit que même si on nous donne 10 à 15%, ça peut aller. Vous voyez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a le coronavirus. On est en train d'attendre tout de Yaoundé.
S'il y avait cette décentralisation, si 40% du budget de l'État était réparti dans les 360 communes, nous aurions dans les 360 communes aujourd'hui, n'est-ce pas, des maisons de la culture, parce que c'est ça qui allait développer nos richesses, n'est-ce pas? Nous aurions des maisons des internats où les enfants pourront partir de l'Est et arriver à Yabassi, n'est-ce pas? Et trouveront où dormir parce que le vivre ensemble. Il y a tellement de choses que nous devons faire, trop de chantiers que nous pouvons aborder si nous avons la véritable décentralisation. Mais le problème reste la tutelle. Tant que nous aurons une administration a priori, nous ne sommes pas en décentralisation. Parce que c'est l'administration a posteriori qui est la décentralisation. Or, nous avons aujourd'hui une déconcentration, voilée et masquée par le mot décentralisation. Nous n'avons pas de décentralisation au Cameroun. On dit qu'il y a une loi qui est sortie. Moi, j'ai vu cette loi. Même le statut spécial qu'on a dit pour le sud-ouest et le nord-ouest, il n'y a rien dedans. Justement, il faut donc discuter pour que le tribalisme disparaisse. Il faut que les populations localement soient impliquées dans le développement de leur localité, de leur commune. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va disparaître parce que nous aurons un gouvernement peut-être de 15, 20 ministres. Maximum. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il faut la répartition. Si on ne fait pas cette répartition, nous ne pouvons pas, nous allons subir, n'est-ce pas, toute notre vie, le tribalisme. Le tribalisme, c'est quelque chose qui va partir simplement. Et dans 100 ans, avec les enfants qui vont épouser les enfants des autres, etc., le tribalisme va s'estomper tout seul. L'essentiel, c'est comment faire pour émanciper nos populations, comment est-ce que faire pour développer notre pays, comment faire pour que nos 360 communes soient des points d'ancrage pour le développement futur de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Après, vous serez sur Maka, Edmond Kamgia, c'est l'un des principaux obstacles à la construction de l'unité nationale, ce tribalisme qui continue de gangréner à la fois l'administration publique, mais le reste de la société camerounaise. Vous avez suivi les différents avis sur la question. Du point de vue d'éditorialiste que vous êtes, quel est votre regard que vous portez sur les relents identitaires qui prennent de l'ampleur au Cameroun ces dernières semaines? Ces dernières semaines ont été marquées, je dois le dire, par des relents tribalistes de certains confrères, y compris des éditoriaux, y compris des chroniqueurs, de certains médias concurrents, où certains ont même créé une expression qu'ils ont appelée la proximité sociologique d'un confrère de RFI avec un leader de l'opposition. On a vu, on a lu, on a entendu tellement de choses. Je voudrais très rapidement m'offusquer, dire combien j'ai été gêné et outré quand j'ai écouté récemment dans un média concurrent au nôtre, une télévision concurrente à la nôtre, un éditorialiste éminent faire une sorte de bilan sur le tribalisme dans la vie politique au Cameroun, à partir des événements récents, en s'appuyant notamment sur la résurgence du tribalisme que l'on constate au Cameroun, depuis notamment l'élection présidentielle, la dernière en date d'octobre 2018. Ce que je constate, c'est que ce fut, quand j'ai suivi cet éditorial, une lecture biaisée de la situation sociopolitique au Cameroun en matière de tribalisme. Dans cet éditorial-là, on donne la parole à des leaders d'opinion controversés qu'on présente en donneur de leçons pour victimiser davantage une communauté stigmatisée à laquelle on ne donne pas la parole. Et je constate également dans cet éditorial qui est apparu chez un concurrent, c'est-à-dire que présenté par un éditorialiste de renom que je ne vais pas citer, on a compris, que je ne vais pas citer, dit, présenter un leader politique de l'opposition actuelle. C'était pas par hasard que je faisais un lien avec l'expression proximité sociologique de quelqu'un qui a interpellé Foucault récemment. Il disait que dans cet éditorial, le leader politique de l'opposition concerné est utilisé dans toutes les sauces par ces leaders d'opinion controversés, ainsi que la communauté à laquelle il appartient, pour faire croire que ceux qui sont les plus tribalistes au Cameroun appartiennent à la communauté du leader de l'opposition
politiques concernés dont le parti fait des vagues au Cameroun depuis l'élection présidentielle de 2018. Ouf. Je dis, cet éditorial est d'autant dangereux que le fait de fustiger toute une communauté, et on l'a vu, cela nous rappelle 1992, comment l'émergence d'un candidat de l'opposition qui s'appelait John Frundi dans les années de Braise, notamment la marche du 26 mai 90, a fait de lui une notabilité politique, avant même qu'il ne soit accompagné par l'Union pour le changement. Les mêmes personnes, le même éditorialiste, avec d'autres confrères, dont certains ont pris leur retraite journalistique, attribuaient le tribalisme à la communauté à laquelle appartient John Frundi et la plupart de ses membres, pour dire les Anglo-Bami. Le concept d'Anglo-Bami a été créé. Je ne vais pas citer l'auteur de cette création, mais c'est un théoricien. C'est un des théoriciens du tribalisme au Cameroun, le concept d'Anglo-Bami, pour dénoncer les Bamileke et les anglophones qui faisaient la force du principal parti de l'opposition en 1992, après l'élection présidentielle de 92. Aujourd'hui, une communauté qui avait déjà été stigmatisée en 92 et encore stigmatisée parce que officiellement le leader de l'opposition à laquelle appartient la communauté Bamileke encore a été cité dans cet éditorial. C'est pour vous dire quoi? Avant de chuter, cet éditorial qui est présenté dans un média auquel on se serait attendu à ce qu'il y ait davantage la bonne information pour les Camerounais, mais aussi que ce média donne l'exemple de la lutte contre le tribalisme, parce que récemment on a adopté une loi contre le tribalisme. On se serait attendu que c'est là-bas justement qu'on dise qu'il n'est pas bon d'avoir des relents tribalistes, des propos tribalistes, parce qu'il y a une loi qui existe et qui ne permet pas, ne justifie pas des propos tribalistes. Mais cet éditorial visait à stigmatiser une communauté qui fut déjà stigmatisée en 92 avec une autre, Anglo-Bami et Bamileke. Maintenant, pour citer l'événement du 26 mai 90, qui a été le grand moment du retour du multipartisme au Cameroun et la création du Social Democratic Front, je tiens à le préciser, parce que cet éditorialiste était déjà dans ce média-là avec certains journalistes à l'époque qui ont par la suite fait un mea culpa. Je vais plutôt citer des journalistes de la CIATV qui en son temps ont fait le mea culpa parce qu'ils avaient falsifié les faits dans le compte rendu des événements du 26 mai 1990. Ils avaient osé dire, je peux parler, monsieur Mott, ils avaient osé dire, laissez-moi terminer, ce sont des faits historiques que je rappelle à la faveur de l'éditorial que j'ai suivi récemment, qui m'a beaucoup outré parce qu'elle n'a pas tenu compte des faits et n'a pas dit la vérité sur les faits sociopolitiques historiques sur le tribalisme au Cameroun. J'ai dit donc que j'apprécie aujourd'hui le mea culpa de deux journalistes de la CRTV à l'époque qui avaient été contraints de falsifier les faits. Ils avaient fait leur mea culpa. Je leur donne Antoine Maringono, Zachary Niman avait sorti, n'est-ce pas, un pamphlet pour indexer le ministre de l'Information de l'époque, pour dire que si on a dit ceci, c'est parce que le ministre de l'Information nous avait en quelque sorte contraint et obligé à falsifier l'information. C'est pour dire que l'éditorialiste que je ne veux pas citer, qui a travaillé avec ceux-là, qui est encore en fonction dans ce média-là, rend un très mauvais service à la nation. En renforçant la stigmatisation d'une communauté, parce que le leader politique, un leader politique de l'opposition appartient à cette communauté, à travers toutes les batailles qui sont menées depuis la crise post-électorale. Je crois que c'est dangereux de faire des éditoriaux qui stigmatisent les communautés plutôt que de montrer à l'opinion nationale et internationale que le tribalisme est un fléau qu'il faut combattre. Justement, comment le combattre, comment l'extirper, ce tribalisme du débat politique? Maître Roland Diouf, tous les acteurs s'accusent mutuellement, qu'ils soient les tenants du pouvoir ou ceux de l'opposition, ils s'accusent mutuellement de surfer sur la fibre tribale pour s'attirer les faveurs des populations, pour espérer engranger des voix lors des suffrages.
Comment extirper ce tribalisme du débat politique afin que ce soit les idées, les propositions et les solutions politiques qui priment et non les proximités supposées sociologiques entre les individus? Il faut remettre l'exigence de l'éthique au cœur du gouvernement de la société des hommes dans notre pays. Sur la question de l'accusation mutuelle, je dois commencer par faire un devoir d'honnêteté pour dire qu'effectivement, quand on regarde la société camerounaise, il n'y a personne il n'y a pas grand monde qui peut montrer patte blanche en ce qui concerne les comportements qu'on peut qualifier de comportements tribalistes. C'est un constat que nous devons faire et sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. Mais cela étant dit, quand on fait le constat selon lequel dans une maison, tous les enfants sont taquins, ça n'exclut pas la responsabilité qu'a le chef de famille d'avoir à fixer la norme. Et le chef de famille ici, ce n'est pas quelqu'un qui occuperait une fonction ponctuelle, c'est l'État. C'est l'État qui est dans cette image que je convoque, notre chef de famille. Et quand l'État travaille non pas à unir, mais à diviser, il faut qu'on se mette aussi d'accord sur un deuxième constat, c'est que les taquineries d'enfants n'ont rien à voir avec l'instrumentalisation des parents. Et en ce qui nous concerne, nous pensons que le premier problème va se régler avec l'éducation, avec le temps, comme l'a dit Sambaka tout à l'heure, mais surtout avec la volonté de l'État. Et précisément si l'État a la volonté de régler ce problème. Parce que si l'État n'a pas la volonté de régler ce problème, il faut compter sur le temps, mais je crois qu'il va falloir compter sur plusieurs siècles. Il faut que l'État du Cameroun prenne conscience de ce qu'il est un État qui utilise comme arme de règne le tribalisme institutionnel et qu'il mette fin. Il faut qu'il décide de mettre fin à cela. Tout le monde, à commencer par moi-même sur ce plateau, est d'accord avec l'idée de l'équilibre qui fait écho avec celle de l'équité qu'a convoqué M. Mott tout à l'heure. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on met cela en œuvre pour justement que les acteurs de la société n'y voient pas soit du favoritisme, soit de l'ostracisme. Il faut simplement qu'on se mette d'accord sur le contrat social. Voyez, quand on est dans une société où on ne sait pas sur la base de quoi on discrimine, vous voyez bien que ça laisse libre cours à l'imaginaire. Quand on ne sait pas sur la base de quoi on favorise, ça laisse aussi libre cours à l'imaginaire. Nous sommes dans un pays qui a choisi comme logiciel non pas celui de la case commune, mais celui du gâteau commun. On a choisi non pas la case nationale, mais le gâteau national. Du coup, quand vous, du RDPC, convoquez la notion d'équilibre, c'est un équilibre de division du gâteau national. Nous, au sein de la Renaissance nationale, conduite par le président élu, le professeur Maurice Kamto, nous pensons que le Cameroun est une case nationale. Et quand on construit une case, on ne regarde pas la case sous le prisme du partage, mais de la contribution. En d'autres termes, ça veut dire que nous ne pouvons voir de ce point de vue-là nos différences, nos identités, que du point de vue de ce qu'elles ont en plus pour la communauté. Nous donc pensons qu'il faut effectivement s'appuyer à renforcer nos identités en s'assurant qu'elles s'imbriquent dans la notion de république qui est notre maison commune, la notion de citoyen qui est notre identité commune, à tel point que si nous sommes d'accord que nous sommes non pas des villageois mais des citoyens, restera au village ce qui concerne le village, c'est-à-dire essentiellement la culture, c'est-à-dire essentiellement les mœurs, c'est-à-dire essentiellement nos cosmogonies, notre patrimoine immatériel, pour faire simple. Si on mélange tous les débats, cela va s'imbriquer dans tout ce qui est politique
et finir par créer une société de la ségrégation dans laquelle on pense que pour régler les problèmes, il faut opposer les uns contre les autres. Il faut enfin mettre l'accent sur le mode de gestion global de la superstructure à travers la notion que j'emprunte à M. Sambaka, celle de la décentralisation, que je préfère remplacer par la notion de gouvernance locale. Mais ça doit être à tous les stades. On doit pouvoir avoir un État central qui coordonne, mais des échelons au niveau, par exemple, régional, départemental et communal suffisamment décentralisés pour que justement absolument toutes les questions ne soient pas du ressort du chef de l'État qui finalement a les pouvoirs d'un dieu sans être un dieu et donc de manière intrinsèque il ne peut que faillir. Après vous, Maître Roland Diouf, j'aimerais avec l'honorable député Samuel Mouti, il y a eu une loi qui criminalise le tribalisme, pour autant certains comportements déviants sont encore observés sur la scène publique. Pour vous, pour réduire ce fléau à sa plus simple expression et assainir le débat politique au Cameroun, que faut-il faire? Les réflexes humains seront souvent au-dessus de la loi. On met une loi pour pouvoir dire effectivement, à partir du moment où on sait qu'il y aura éventuellement des débordements, on sera là pour pouvoir réprimer. Mais il vaut mieux travailler ces choses-là là-bas de telle manière à ce qu'on puisse, avant même d'arriver à l'interpellation d'ordre juridique, que l'on puisse avoir une assise nécessaire pour pouvoir voir le comportement rationnel qu'il doit avoir à l'intérieur de la société. Laurent Diouf a parlé tout à l'heure de problème d'exigence technique, très bien. Mais également, à côté de cette exigence technique, il y a cette notion de l'élévation là, humaine elle-même, qui nous interpelle. Il y a également, parce que dans le cadre de cette élévation là aussi, on peut se dire, même si l'éthique ne le condamne pas, est-ce que politiquement ce serait correct qu'il fasse telle ou telle chose? Tout à l'heure, là, lorsque Edmond Kamla a intervenu, il stigmatisait un certain nombre de discours. J'avais l'impression que lui-même devenait, à ce titre-là, lui-même stigmatisant. Et dans le cadre de ce qui nous est demandé demain ou après-demain, il faut être suffisamment fort pour pouvoir dire qu'on peut également discuter de tout. Parce que dans le cas, effectivement, même si je n'aurais pas eu les mots de la personne que vous avez tendance à condamner aujourd'hui en disant il aurait écrit pour pouvoir dire qu'il y a une proximité, je peux vous assurer que dans le contexte camerounais, Alain Foucault interviewant quelqu'un qui est viscéralement contre un certain nombre de personnes, il ne peut pas faire l'économie de s'imaginer qu'on lui posera une question. Également, Fandio, en 2018, se faisant le relais d'une certaine victoire annoncée de Maurice Kamto, il ne peut pas faire semblant d'éviter qu'on puisse faire l'économie de lui poser une telle question. Mais pour l'essentiel, une fois que les questions sont posées, on revient à l'essentiel pour pouvoir dire est-ce qu'on peut débattre pour pouvoir trouver une solution. Ce n'est pas le fait d'être hérissé. Bien entendu, la notion de fief électoral existera toujours. Mais également, ce qui mine la cohésion de notre société, c'est que cette histoire de démocratie, je voudrais terminer là-dessus parce qu'on nous demande d'arrêter l'émission, a fait naître un certain nombre de leaders qui veulent utiliser un certain nombre de ressorts pour pouvoir s'imposer sur la place publique. Et là également, je vais être d'une citation ferme, parce que c'est un problème d'ordre technique. Et Laurent Diouf est interpellé en cela. J'ai été ahuri de voir que le professeur Maurice Kamto, agrégé de son état de droit, il dit dans une chaîne de télévision, dans une intervention dans le cadre de son périple international qu'il a mené, l'article 47 a été utilisé contre les Anglos parce qu'on les a dupés. Réinventer cette thèse dolosiste par un professeur de son rang et pour pouvoir dire quelque chose, une contre-vérité, me semble totalement aléatoire et me semble totalement dangereux parce que vous revoyez encore cet article, l'article en question avait pour but de dire, et c'est une notion fondamentale pour la Constitution des Nations, les frontières sont intangibles. C'est dangereux parce qu'on est à la fin de l'émission, on n'aura pas le temps de... Je vous en prie, il n'était pas question de dire qu'on ne remettra jamais le fédéralisme en cause. Parce qu'on avait dit l'intégrité du territoire camerounais, une fois réunifié, c'est malhonnête, jamais être de mise en cause. Je vous en prie, malhonnête. Maintenant, il y a, pour terminer cette émission, il y a une épine qui plombe l'identité du Cameroun, c'est aussi la crise anglophone, tout ce que vous en parlez, ce tribalisme et également ce repli identitaire observé chez certains de nos frères camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest,
où dans l'enquête menée par le cardinal Christian Toumi, certains se sont sentis plus de la Southern Cameroun que du Cameroun que le chef de l'État veut construire. Pour vous, Cyril Sambaka, ces deux principaux problèmes qui font obstacle à l'unité nationale, le tribalisme et la crise anglophone, comment les résoudre concrètement? Oui, mais vous savez, tout cela arrive parce que la gouvernance a tourné le dos aux populations. Je vous ai dit que le feu président Amadou Ahidjo passait par les référendums et tout cela, ça nécessitait des débats dans les sociétés, dans les chaumières. Avec le passage en force à l'Assemblée nationale, les populations ont été complètement marginalisées pendant toutes ces années. Or, ceux du sud-ouest et du nord-ouest vont s'accrocher donc à cette histoire de fédéralisme pour dire que non, nous réclamons, n'est-ce pas, que nous on revienne. Mais la normale, c'est quoi? La normale, c'est la gouvernance locale. Il faut un nouveau contrat social, n'est-ce pas, dans ce pays. Il faut absolument qu'on tienne compte de tous les problèmes, n'est-ce pas, que nous avons eus, mais aucun Camerounais ne peut dire qu'il veut se séparer du pays. Pour moi, c'était un chantage. La vérité, c'était la gouvernance locale. Vous voyez? Et ensuite, c'est ça qui va permettre d'effacer le tribalisme. Et avec le temps, les diverses communautés qui envoient leurs enfants en mariage et autres, tout ça va s'estomper. Parce que dans 100 ans, on va parler de tribalisme au Cameroun, les gens vont dire, ah bon, ça va exister? Alors nous sommes en train de perdre du temps sur des futilités. Il faut construire le Cameroun. Il faut un nouveau contrat social. Il faut absolument que la décentralisation soit effective. Il faut 360 communes qui ont comment on appelle ça, oui, qui ont tout ce qu'il faut pour lancer l'économie, pour lancer la culture. Les maisons de culture, c'est 360 maisons de culture. Le Cameroun aura de la culture à revendre. Il y aura plein de choses à faire dans ce pays, mais on est là, on perd le temps avec le problème de tribalisme, avec le centralisme excessif. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'administration vienne concourir après les élus. Ça a bien compris. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, honorable député Samuel Mo, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Edmond Kandia. Et je remercie Maître Roland Diou et Cyril Sambaka d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et merci de rester sur Equinox Télévision.